Bienvenue dans ce magazine entretien que vous avez désormais l'habitude de suivre du côté de Lubumbashi sur la télévision Wantanchi et sur toutes les télévisions partenaires à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces cadres qui nous reçoivent, notez bien, c'est les cadres du restaurant-bar Eros, situé sur l'avenue Père Boka à Gombe, du côté du jardin des évolués, pour ceux qui connaissent bien la capitale Kinshasa. La problématique de ce jour parlera bien entendu des équipements sportifs. On parle toujours de cet aspect d'équipementier. En football européen, dans les sports au niveau de l'Occident, le terme équipementier revient très souvent. Mais en République démocratique du Congo, la pratique des sports ne revient pas trop souvent sur cette notion. Notion sur laquelle nous allons nous attabler aujourd'hui avec un Congolais qui se spécialise dans ce domaine. Il s'appelle Carlo Mundaï. Il est le représentant de la marque Furet, que vous connaissez sans doute, dont nous parlions dans nos différentes interventions sur Internet ou encore dans nos publications. Il parle aujourd'hui de cette notion d'équipementier et de tout ce qu'il y a comme astuce sous ce nom. Bonsoir, monsieur Carlo. Bonsoir. C'est qui un équipementier? Pour entrer dans le vif du sujet. Un équipementier, ça peut être une société, ça peut aussi être un individu qui s'occupe d'équiper de clubs, que ce soit on parle ici d'équipementier sportif, hein. Donc équiper un club de sportif, ou un club de football, de basketball, d'handball, en équipement sportif. En même temps, c'est vrai, on parle là d'habillement, mais dans ces termes sportifs, le fait d'habiller une équipe offre quel avantage à cette équipe? L'équipe ne se soucie pas déjà de trouver des équipements pour lui. L'équipementier offre au club les équipements nécessaires pour pratiquer son sport, et l'équipe gagne à ce qu'il ne dépense pas. Il ne dépense pas à acheter les équipements, et il gagne en sérieux et en crédibilité. Et là, quand on nous propose, il y a aussi une formule d'identité aussi. Parce qu'on connaît des grands clubs comme Marseille et Paris Saint-Germain, il suffit de voir la vareuse, on sait que c'est eux. Oui, ça ça prend du temps pour avoir une signature du maillot. Donc ça, c'est surtout des grands clubs. Mais des petits clubs, il faut qu'il y ait un temps, ça prend du temps pour pouvoir arriver à une identification du maillot. Là, vous semblez parler seulement d'un aspect aussi, comment je pourrais dire, sportif, mais aussi un peu financier. Le club, en signant avec un équipementier, pourrait quand même faire des économies sur certains aspects. Mais est-ce qu'en matière d'équipement, on peut se retrouver face à une institution sportive, un club de n'importe quelle discipline qui pourrait aussi gagner en signant avec un équipementier? Oui, il gagne par rapport aux produits dérivés. Parce que quand on signe avec un équipementier, l'équipementier vous donne des équipements ou gratuitement ou avec des remises. Mais en contrepartie, l'équipementier vend vos produits à vous, à vos couleurs, la couleur du club, qui aide le club à être rémunéré et à gagner sur ces produits. Donc c'est ce que l'équipementier vendra au nom du club. Il y a aussi un autre aspect, c'est que pour vendre des produits dérivés, vous devez quand même être un club populaire. Mais est-ce qu'un équipementier peut signer avec un club bien organisé, mais qui n'est pas populaire? Parce qu'il y en a beaucoup aussi ici, en République démocratique du Congo, des clubs pas populaires, mais très bien organisés. Il ne faut pas oublier qu'un équipementier, quand il signe un contrat, l'équipementier, il vend des produits à tout club sportif. Mais quand il signe un contrat avec un club, c'est qu'il poursuit deux objectifs. Le premier, c'est de vulgariser sa marque, donc d'être connu. La marque, si elle n'est pas connue, c'est un club qui n'a pas un public, un grand nombre de public, l'équipementier ne gagne pas. C'est l'équipementier, en proposant un contrat à un club populaire, il vise la popularité, le peuple, donc les supporters de ces clubs-là. Donc il ne peut pas donner un contrat à un club qui est organisé, mais qui n'a pas de public. Donc pour lui, il ne gagne pas. Il n'y a pas derrière une vulgarisation de sa marque. Bien entendu, vous parlez de ces publics qui doivent venir en appui, mais aujourd'hui, on parle quand même de la marque Fura.
Depuis quelques semaines, on a vu les FC Renaissance, le club, on pourrait dire le plus populaire de Kinshasa en ce moment, ces clubs s'habillaient en Fura, ça va arriver. Que signifie ce mot? Déjà que je ne sais pas trop bien ici, on les situer dans la prononciation. Ici, on le prononce Fura. Fura, voilà. Voilà, c'est peut-être plus facile pour vous. Mais nous, là-bas, on appelle Fura en français. Mais le nom vient de l'animal ferré. Pour son agilité, il est toujours sur les qui-vive. Et quand on fait du sport, il y a relier ces qualités-là, oui, pour pouvoir mieux le faire, mieux le pratiquer. Et Fura, ça peut dire aussi, en swahili, joie. Donc, faire du sport en étant dans la gaieté et dans la joie. Est-ce que cette marque sportive, j'allais dire, peut quand même réussir à assouvir la soif de tous les sportifs? Parce que le sport, ce n'est pas seulement le football. Oui, nous, pour le moment, nous avons un contrat avec FC Renaissance du point de vue sport, football. Mais nous équipons aussi des clubs de basket, de volleyball. On peut équiper n'importe quel club, n'importe quel sport. On n'est pas attitré que football. On peut faire tous les sports. Je reviens sur ce contrat avec les FC Renaissance. Ce contrat a quelle spécificité? Puisque, à l'introduction de cette émission, vous avez parlé du public pour faire connaître la marque. Et Renaissance a ses publics, Renaissance a ses sérieux pour vous. Et c'est quoi les spécificités de ce contrat avec les FC Renaissance? Que gagne votre marque? Que gagne l'équipe de Renaissance? Aujourd'hui, au Congo, ce contrat-là paraît comme quelque chose de nouveauté. Mais normalement, c'est un contrat normal dans des pays où l'équipementier fait ces contrats-là à plusieurs clubs. C'est pour cela que je dis que les termes même équipementier, cette notion, elle est tout à fait nouvelle chez nous. Voilà. Donc, les contrats spécifient très bien. C'est-à-dire que nous habillons, nous équipons Renaissance pour tous ces matchs de l'INAFOOT et de l'Afrique, et gratuitement. Donc, pour la première fois au Congo, ce club ne reprendra pas des vêtements, d'équipements. C'est-à-dire, après un match, l'équipe ne porte plus la même vareuse. Pourquoi? Parce qu'il en a tellement beaucoup. Il en a beaucoup. Donc le contrat spécifie quand même un grand nombre de vareuses pour la saison. Un grand nombre. Donc, on peut donc une vareuse, un match. Une vareuse, un match. Et si on peut même aller plus loin, FC Renaissance a aujourd'hui 4250 pièces pour sa saison. C'est quelque chose d'énorme. Donc, ils ne reprendront plus les vareuses et ils gagnent aussi sur les ventes de maillots que nous allons faire. Il y a un pourcentage sur le marge bénéficiaire que l'équipe aura à gagner. Et nous, ce que nous gagnons, c'est la popularité. Nous profitons de cette popularité du club pour pouvoir faire connaître notre marque. Et ce qui s'est fait déjà, puisque depuis qu'on a commencé, on n'a même pas commencé à vendre, mais la marque a déjà fait sa place ici à Kinshasa et au Congo. La semaine dernière, vous avez présenté 2 vareuses. Est-ce que c'était seulement cette limite-là pour ce club? Non. 2 vareuses pour une saison, 2 couleurs seulement? Il ne faut pas oublier que Renaissance a 3 couleurs. Okay. Donc, il a l'orange, le blanc et le vert. Et là, on a présenté les 2 couleurs, donc l'orange et le blanc, pour la l'INAFOOT. Bien entendu. Donc, pour l'Afrique, nous aurons à présenter encore 2 vareuses au mois de janvier. Donc, il y aura de l'orange et du vert. Mais là, on les a, mais on ne les va présenter parce qu'on n'en a pas à vendre. Tout ce que nous présentons, c'est que nous en avons des choses, des produits dérivés à vendre. Là, on n'en a pas, on ne peut pas les présenter. Et ce n'est pas le moment. On les présentera avant leur compétition africaine. Un joueur de Renaissance aura donc une pièce par match. Vareuse, j'entends, short, culotte, bas, sans doute. Mais est-ce que Fora pourrait aussi voir d'autres aspects? Est-ce qu'il y a d'autres aspects prévus? Oui, donc là d'autres tenues, d'autres équipements? Oui, là déjà, FC Renaissance, donc les joueurs n'ont pas que les vareuses sur les terrains. Donc nous équipons les joueurs pour les terrains et en dehors du terrain. Donc ils ont des vareuses à jouer à avoir pour les terrains, mais en dehors du terrain, ils ont des tenues qu'on appelle des tenues de gala. Donc ils ont des pantacours, des t-shirts, et des trainings, des survêtements, de 2 modèles. Donc ils seront habillés, je ne vais pas me jeter les fleurs, ils seront mieux habillés, bien habillés.
Donc à la fin du match, un joueur peut enlever sa vareuse, offrir à son un supporter, à son adversaire déjà. Aussi. Et si son adversaire en a aussi, il peut aussi remettre, prendre aussi sa vareuse et donner aux joueurs de Renaissance. Et le public? Le public, il peut jeter au public sa vareuse. Mais le public, lui, gagne quoi? Ah, le public... Parce qu'en voyant le joueur avoir sa tenue, ça incite aussi le public à en avoir. Mais le public, lui, il peut acheter la vareuse que ce joueur joue avec. Donc il y aura une boutique qui va être ouverte d'ici là. Et là, le merchandising, tout ce qui est produits dérivés, d'abord les vareuses avec lesquelles le club joue avec, et tous les produits possibles pour couleur du club. Est-ce qu'on peut s'attendre dans ce contrat à avoir un jour une identité pour Renaissance? Dans ce sens que quand quelqu'un passe, comme on le voit avec les maillots du Paris Saint-Germain, de Marseille, de Barcelone, quand quelqu'un passe, sans lire, on sait d'emblée que voilà, c'est telle marque, c'est telle équipe. C'est tout un processus. Si vous voyez le club que vous citez, ils ont un siècle. Barcelone, créé peut-être en 1909, Real Madrid, pareil. Mais ils ont dû changer au fur de leur parcours plusieurs fois les maillots pour arriver à cette identité. Donc Renaissance aussi, s'ils restent avec nous, ils auront une identité vestimentaire qui aura le temps voulu faire son chemin. Je reviens sur un aspect déjà abordé en début de cette émission. Nous sortons un peu du cadre de Renaissance. Une petite question, vous resterez seulement au Congo sur Renaissance ou bien vous vous dites, eh bien, la marque Foura, je l'ai dit vraiment en tant que Congolais, cette joie-là de Foura, vous pouvez aussi l'apporter à tout le monde? À tout le monde, mais nous commençons par, il faut toujours commencer par quelque part. Renaissance nous a ouvert les portes du Congo et nous ne comptons pas rester que sur Renaissance, nous sommes ouverts à tous les clubs, mais les clubs populaires, puisque nous visons plusieurs clubs au Congo. Il n'y a pas que Renaissance qui est populaire, il y en a plusieurs, et nous comptons travailler avec tout le monde, et sortir aussi du Congo, si nous visons l'Afrique. Donc, ce sont des grandes ambitions. Ah, on n'en a pas peur. Très rassurant. Mais je reviens, comment ça se passe en gros? Vous débarquez, vous trouvez un club populaire, il y en a beaucoup, des clubs populaires. Ça se passe comment dans les contacts avec ces clubs? Vous attendez quoi de ces clubs pour que vous puissiez signer? Ça se passe comment en gros pour avoir aujourd'hui un équipementier de la taille de Foura, accompagner une équipe sportive en République démocratique du Congo ou en Afrique même? Nous faisons une étude du marché par rapport au club et l'engouement qu'il suscite auprès du public. Et si ces clubs-là entrent dans nos critères, nous proposons un contrat avec le club. C'est quoi ces critères? J'aimerais vraiment connaître. Les critères, c'est simple. Les critères simples. Un club qui a un grand public, un public jeune. Parce que notre marque s'adresse plutôt aux jeunes. Oui. Un public jeune. Un public non seulement nombreux, mais un public aussi qui est prêt à soutenir son club. Je peux citer, il y a des clubs ici qui ont un public, mais les clubs ne gagnent pas. Parce qu'il n'y a pas de victoire. Les supporters, lui, il est un peu... il a du mal à suivre son club en achetant des produits pour son club. C'est ça. Nous, le plus important, c'est qu'il y ait un public jeune, un public qui est prêt à soutenir son club. Tous ces sont des critères qui nous poussent à proposer un contrat à un club. Mais en même temps, vous ne maîtrisez pas les performances de ce club. Vous pouvez vous retrouver avec un club qui est bien en début d'année et en fin d'année qui n'apporte plus de performances. Aucun équipementier maîtrise ça. Mais vous n'allez pas vers les faibles. Non. Si vous êtes déjà faible, pas populaire, on peut vous habiller. Vous achetez chez nous. Il faut quand même comprendre que nous sommes des commerçants. Nous vendons des équipements. Oui. Donc, tout club qui vient pour nous, qui vient acheter chez nous, ils seront servis. C'est pas mais un contrat d'équipementier officiel attitré, ça on l'offre, enfin on le présente, on le donne toujours à un club qui a un grand public. Et là ça se passe à $0, 0 €. Quand il y a un public. Ça j'ai... Vous gardez les spécificités dans les contrats. Voilà.
La République démocratique du Congo présente quand même un vaste marché. Pas seulement en termes de football, mais en termes des sports. Il y a le judo, les baskets, je vois le taekwondo, plusieurs disciplines qui ont quand même leur succès. Est-ce que vous pensez à toutes ces disciplines, vous pensez à ces marchés congolais? Parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, comme certains le pensent. Mais la preuve que nous négocions déjà avec des clubs de province. Donc, nous ne visons pas Kinshasa. Kinshasa, il y a beaucoup de clubs à l'intérieur du pays qui valent mieux que ceux de Kinshasa. Mais nous pouvons équiper tous les sports, comme je l'avais dit. Donc, que ce soit taekwondo, que ce soit judo, que ce soit... Mais nous ne pouvons pas assurer l'exclusivité à un seul sport. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes là, nous pouvons habiller n'importe quel sport, équiper n'importe quel sport, et nous attendrons ceux qui voudront bien travailler avec nous. C'est quoi la crainte d'un équipementier dans un pays comme la République démocratique du Congo? Je vous donne certaines situations. Rien n'est protégé. Aujourd'hui, vous avez l'équipe nationale des Léopards football qui a un équipementier. Les contrats, déjà, ne semblent pas trop clairs, mais en même temps, il y a un piratage systématique de produits dérivés de cet équipementier. C'est quoi la crainte? Moi, je n'ai donné qu'une seule crainte, mais c'est quoi la crainte qu'un équipementier peut avoir aujourd'hui chez nous au Congo? Vous savez, quand on vient en Afrique, on vient à ses risques et périls, déjà. Parce que le niveau de vie de la population, qui ne correspond vraiment pas aux investissements faits, déjà, un supporter qui n'arrive pas à acheter une varèse à 15-20 $, déjà, ça n'est rien. C'est ça la crainte. La crainte d'abord que le public ne suive pas son club. Ça, c'est d'abord la première crainte. Et puis, la situation politique aussi peut aussi susciter un désintérêt.